si tu es face à un patron qui te surmène, qui a des comportements qu'on dit toxiques envers toi, c'est que tu as co-créé ces comportements en fait. Parce que souvent, les gens qui font des burn-out, c'est souvent le même profil en fait. On dit oui à tout parce qu'on pense que être ultra motivé, travailler à 110%, ça va nous attirer ses bonnes grâces. En réalité, on voit très bien que les branlos dans les entreprises, c'est ceux qui sont les plus respectés et les plus appréciés, alors que tu sais, c'est injuste. Pourquoi lui, alors qu'il fout rien, il est apprécié, et moi je travaille comme un fou, mon patron il me chie dessus quoi. Tu veux te faire respecter par ton patron, apprends déjà à te respecter toi. Et ça passe justement par comprendre son système de valeurs et le prioriser. Forcément, si toi, tu as une valeur famille qui est très forte et que du coup, tu te rends compte que en rentrant plus tard le soir, tu peux pas passer du temps avec ta famille, c'est là où en fait tu vas créer du burn-out. Comment tu fais pour gérer une relation comme ça, comme un manipulateur, un pervers narcissique? Comment tu gères ça? Je dirais c'est ne pas rentrer dans la relation en fait. C'est-à-dire que si tu es dans ce problème-là, c'est que tu es rentré dans cette relation. Aujourd'hui, je suis avec Nassim pour une vidéo un petit peu spéciale, coach de vie et thérapeute, qui va nous parler de plusieurs sujets autour du salariat, notamment comment gérer un patron, ses collègues, également comment gérer son stress au boulot, parce que je sais que le salariat génère beaucoup de stress pour ceux qui nous regardent, donc on va voir un petit peu comment améliorer ça. Également comment faire pour impulser le changement, c'est-à-dire ne pas écouter les critiques quand tout nous dit qu'on va quitter le salariat et que nos proches veulent qu'on y reste, quand on a un syndrome de l'imposteur ou qu'on n'arrive pas à sortir de ce mode de travail. Donc Nassim, j'ai une première question à te poser. Les gens se posent beaucoup de questions sur le salariat, comment en sortir et compagnie. Mais avant de sortir du salariat, y a la réalité tangible. Tous les jours, on va au boulot, on se tape les patrons, les collègues. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais savoir comment faire pour un petit peu gérer les relations au boulot et que ce soit moins compliqué, moins douloureux sur le moment. Donc la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu peux me dire, selon toi, en tant que coach de vie, quelle est la meilleure façon de se comporter avec son patron? Pour le coup, je te donne une petite anecdote rapide. Quand j'étais salarié, mes premières expériences, j'étais vraiment, tu vois, position très basse avec mon patron. Il marchait beaucoup dessus, me donnait beaucoup d'ordres et je me laissais beaucoup faire. Ce qui m'a amené, bon, entre autres, à un burn-out. Mais si tu veux, j'aimerais savoir comment faire pour aujourd'hui ne pas avoir ce rapport avec un patron. Comment faire pour avoir la même position que lui, se faire respecter par lui et justement que toutes les conditions de travail soient respectées. Ouais. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que de par tous les coachings que j'ai faits et les formations que j'ai suivies, la relation qu'on a avec les autres, c'est toujours le reflet de la relation qu'on a avec soi-même. Et en gros, c'est super intéressant au lieu d'essayer d'aller travailler la relation avec l'autre, de se dire ok, comment je peux me faire comprendre, etc. Et surtout aussi d'avoir cette attitude de condamner l'autre personne, tu vois, de dire c'est lui le méchant et moi je suis le gentil. Et en fait, c'est de plutôt mettre le regard sur soi et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir créé cette situation-là, tu vois. Et en fait, c'est là où tu as vraiment tout le pouvoir. C'est là où tu as 100% de pouvoir. Et moi, en fait, j'avais vraiment compris ça quand j'ai vu... j'avais vraiment compris ça le jour où j'ai fait la comparaison entre ma vie pro et ma vie perso, où je voyais qu'en fait, les problèmes relationnels, c'était les mêmes. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais en colocation avec ma meilleure amie. Et en fait, tout ce qu'elle me critiquait, c'était les mêmes choses que mon patron me critiquait, tu vois. Okay. Et là, en fait, ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, ah ouais, il y a un truc, tu vois. Parce que j'ai été dans cette optique de me dire, le patron, c'est un connard, c'est lui le méchant, il comprend pas, il me met pas en avant, il me valorise pas, etc. Moi, je fais tout bien, nanana. Et en fait, quand ma meilleure amie m'a dit la même chose, je me suis dit, bah, le dénominateur commun de ces deux trucs, c'est moi, tu vois. Ouais. Donc, c'est qu'il y a forcément un truc. Oui, ta posture est très importante dans la façon dont l'autre va te traiter aussi, en fait. C'est ça, c'est que, en fait, si t'es face à un patron qui te surmène, qui a des comportements qu'on dit toxiques envers toi, c'est que tu as co-créé ces comportements, en fait. Tu vois. Donc, l'idée n'est pas de enlever la responsabilité sur le patron, mais au contraire de prendre sa responsabilité et de se dire, ok, pourquoi je me suis minimisé, tu vois. Parce que forcément, si le patron il prend le dessus sur toi, c'est qu'il y a un moment donné où tu t'es minimisé, tu vois. Et en fait, c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir retrouver l'équilibre. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi parce qu'effectivement, pour faire suite à l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure, au début, premier patron, je me fais marcher dessus complètement, je fais mon premier burn-out, et là, je me dis, ok, la prochaine expérience salariée que je vais faire, je vais avoir une approche totalement différente avec mon patron. Alors, j'ai toujours été un petit peu malin sur ça, tu vois, j'ai jamais vraiment été frontalement en mode position haute avec lui, parce que forcément, un patron, ça reste un patron, il faut qu'il ait un petit peu son truc sur ses employés, mais la façon dont j'allais me comporter, la façon dont j'allais réagir quand il allait me dire des trucs que je voulais pas faire,
La façon dont j'ai même juste me comporter dans l'entreprise, donc avec un certain caractère, tu vois, je me laissais pas faire, il me disait il fallait rester plus longtemps au boulot, je disais ben non, le contrat indique ça, je le respecte. Et du coup, j'ai senti quand même que le salariat a été moins difficile à ce moment-là, parce que le mec il me respectait plus et il allait mettre le grappin sur des mecs qui étaient un peu plus, tu vois, dans une posture dominant-dominé avec lui. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé les rapports que j'ai pu avoir avec mes patrons, de me comporter comme ça. Ouais, et tu vois, c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu t'es pas dit mon patron c'est un connard, du coup je vais changer de patron et ça va mieux se passer parce que j'aurai un autre patron. Ouais. Parce qu'en fait, tu aurais recréé le même schéma, ainsi de suite, Ça. jusqu'à te dire tous les patrons c'est des connards. Moi j'étais tombé là-dedans, tu vois. J'enchaînais tous les ans, changer de taf, parce que je me disais ça se passe pas bien, ça se passe pas bien, et au bout d'un moment, je suis rentré vraiment à fond dans le truc, en mode c'est le système qui est corrompu, tu vois. J'étais vraiment en mode c'est moi contre le monde, tu vois. Et justement, c'est ça qui m'a mis un peu en sorte de dépression et de burn-out, où j'étais vraiment dans ma bulle en me disant c'est tous des méchants, tu vois. Et en fait, justement, la dépression, ça m'a permis de me remettre en question sur tout ça et de revoir justement les événements passés et ma responsabilité dedans, tu vois. Après, il y aura toujours, tu vois, ce rapport dominant-dominé qui est normal. Je veux dire, moi, j'explique souvent aux gens qui me suivent, c'est que si tu veux, il y a déjà un conflit d'intérêt entre un patron et un employé. Le patron, il veut que tu travailles le plus possible pour le moins cher possible, et l'employé, lui, ce qu'il veut, c'est travailler le moins possible et gagner le plus possible. Donc, tu veux, il y a un conflit entre ces deux trucs, et donc, il faut gérer cette relation, même si elle sera jamais parfaite. C'est ça, et c'est super intéressant parce que justement, en fait, si tu le perçois comme ça, en fait, voilà, c'est qu'une question de perception. C'est-à-dire que si tu le perçois en mode mon patron a tous les pouvoirs et je suis victime de cette situation, c'est là où en fait tu vas pas te sentir bien. Mais en fait, justement, si tu as choisi le salariat, c'est qu'il y a aussi des avantages, tu vois. Et toi-même, tu le sais, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de désavantages. Beaucoup d'avantages aussi, mais bon, il y a beaucoup d'avantages aussi. C'est clair. Et c'est pas facile non plus. En gros, l'entrepreneuriat, c'est tu dois prendre des responsabilités que tu n'as pas dans le salariat, tu vois. Oui. Et donc, en fait, c'est accepter le fait que, ok, je suis dans le salariat, même si tu es dans le salariat et que tu veux partir et faire de l'entrepreneuriat, c'est voir tous les bénéfices que tu as aujourd'hui d'être dans le salariat, c'est-à-dire le salaire tous les mois qui tombe sans que, voilà. Et en fait, en reprenant conscience de ça, c'est là où, en fait, tu vas avoir plus de bien-être à te lever le matin et à faire ton taf, tu vois. Donc, en gros, c'est, même si tu veux changer cette situation, il faut d'abord l'accepter, voir tous les avantages justement pour la changer. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le patron, il a des responsabilités que toi, tu n'as pas. Donc, forcément, il a un rôle différent du tien, tu vois. Et en fait, c'est ça qui permet d'avoir une meilleure relation. C'est au lieu de se concentrer sur les défauts, plutôt de se concentrer sur les avantages et liés d'eux, tu vois. Et même comprendre, en fait, parce que tu vois, j'avais fait un article de blog où j'expliquais comment faire pour demander une augmentation de salaire. Et j'expliquais vraiment que la clé pour demander une augmentation de salaire, c'était vraiment, tu vois, à la base de comprendre comment le patron fonctionnait. Quelles sont, lui, ses aspirations, quelles sont ses attentes, et pourquoi, en fait, il va te demander de rester plus tard et tout. Après, il y a tout un comportement, comme on a dit, à gérer pour ne pas se faire marcher dessus, comme toutes les relations humaines, en fait, en général. Ouais. Mais si tu veux, il y a quand même cette compréhension à avoir de l'autre pour vraiment te mettre à la place et aussi prendre ta place. Parce que souvent, les gens qui font des burn-out, je le dis souvent, ça, c'est que c'est souvent le même profil, en fait. Moi, j'en ai fait un, donc je sais de quoi je parle. On est des gens qui sommes très... on voit le patron, on le met sur un piédestal, première chose. On dit oui à tout parce qu'on pense que être ultra motivé, travailler à 110%, ça va nous attirer ses bonnes grâces. En réalité, on voit très bien que les branlos dans les entreprises, c'est ceux qui sont les plus respectés et les plus appréciés, alors que, tu sais, c'est injuste. Pourquoi lui, alors qu'il fout rien, il est apprécié, et moi, je travaille comme un fou, mon patron, il me chie dessus, quoi. Donc, ce truc-là, tu vois, c'est la base, en fait, de comprendre que le problème vient évidemment du patron, des fois, qui est toxique, mais aussi beaucoup de son propre comportement, comme tu l'as dit au début. Ouais. Et ce que je peux partager là-dessus, ce qui peut vraiment aider les personnes à mieux se comprendre et mieux comprendre son patron ou ses collègues de travail, ou tous les conflits qu'on peut avoir entre nous, c'est que en fait, on a tous un système de valeurs qui est unique et qui nous définit. C'est-à-dire que quand je dis système de valeurs, c'est pas des valeurs comme la bienveillance, machin. C'est en fait des choses bien précises qu'on priorise dans notre vie. Tu vois. Il y a une personne, ça va être peut-être son couple. Il y a une autre personne, ça va être sa famille, ses enfants, la voile, le surf, j'en sais rien, tu vois. Mais on a tous vraiment une priorité, comme une échelle.
Et c'est ce qui définit en fait ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, les liens qu'on aime tisser, etc. Et donc en gros, si tu veux influencer une personne ou mieux te comprendre toi, c'est de comprendre ton système de valeurs et le système de valeurs de la personne. Par exemple, Complètement, je suis d'accord. tu vois, si toi, ton système de valeurs, c'est tout donner pour son patron, si lui, son système de valeurs, c'est juste faire du chiffre, Ouais. tu vois, et justement, passer à la longueur d'onde, en fait, du coup. c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, t'as pas compris tes intérêts et les intérêts de l'autre personne. Et pareil, par exemple, t'as des collègues de taf qui c'est des gros branleurs, mais en fait, vu qu'ils ont cette valeur sociale, c'est eux qui permettent de créer une bonne ambiance. Et ça, en fait, ça peut être valorisé par le patron, tu vois. T'as tout à fait raison. C'est ça qui est très frustrant pour les gens, justement, qui sont en burn-out, parce que c'est les gens qui sont en burn-out, c'est des gens qui n'ont pas su poser aussi leurs limites en termes de charge de travail. Et ça, je le vois beaucoup, hein. C'est des mecs qui se donnaient à 120, 130%, alors que bon, au-delà de 100%, t'es déjà en train de puiser tes réserves. Donc, moi, je conseille aux gens de bosser à 60, 70%, pas plus, tu vois. Te laisser sous le pied. Et effectivement, les gens, comme tu dis, qui ont une haute valeur sociale, qui vont avoir tendance à être les pitres et tout, on a l'impression qu'ils font rien. Nous, on dit, mais pourquoi c'est lui qui est valorisé? On voit vraiment ça comme une injustice profonde. Ouais. Et c'est vrai que, bah voilà, ça part aussi d'une posture, encore une fois. Donc, apprendre à moins travailler, enfin, en tout cas, de pas aller chercher les réserves. Comme tu dis, de comprendre le système de valeurs. Et notamment, bah voilà, j'enchaîne. Comment toi, quel conseil concret tu donnerais à une personne qui justement, voilà, veut se faire respecter par son patron? Quels sont les axes principaux que tu conseilles? En fait, moi, mon expertise, elle est plus sur la compréhension de l'être humain. Donc sa compréhension de sa psychologie et du coup donc aussi un peu les relations qu'on a avec les autres. Et du coup, en vrai, si tu veux te faire respecter par ton patron, apprends déjà à te respecter toi. Et ça passe justement par comprendre son système de valeurs et le prioriser. C'est-à-dire que forcément, si toi, tu as une valeur famille qui est très forte et que du coup, tu te rends compte que en rentrant plus tard le soir, tu peux pas passer du temps avec ta famille, c'est là où en fait tu vas créer du burn-out. C'est que des fois, le burn-out, il est même pas forcément lié à l'énergie, mais lié aux besoins qui sont non remplis. C'est-à-dire que quand tu es dans tes valeurs intrinsèques, tu peux passer des heures et des heures, tu peux te surmener, mais tu as de l'énergie parce qu'en fait, tu fais quelque chose que tu aimes, tu vois. Et du moment où en fait, ça prend le pas sur d'autres choses, c'est là où ça crée du chaos. Donc en gros, si toi, tu te respectes, automatiquement, les gens vont te respecter. Et ça passe par vraiment... déjà comprendre c'est quoi ton système de valeurs, qu'est-ce que tu priorises vraiment, et ensuite voir c'est quoi tous les inconvénients à ne pas le prioriser, les bénéfices à le prioriser, jusqu'à que vraiment dans ton corps, tu ressens ce truc de ah ouais non c'est impossible que je trahisse mon besoin de nourrir ma famille, d'être là pour eux. Et là en fait tu arrives face au patron avec une confiance et une certitude, tu vois, de dire moi, ma famille, c'est important, donc je ne peux pas finir à 19h. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, dans ma deuxième expérience, justement, quand on me disait de rester plus longtemps au bureau, bah, en fait, il y avait juste pas moyen, en fait. Alors qu'avant, c'était le cas. Parce que je m'étais tellement conditionné à, OK, maintenant, tu vas te faire respecter parce que tu connais ta valeur, que, ben, je pouvais pas. Et aussi, un autre exemple qui me vient quand tu parles de ça, c'est que quand on est entrepreneur, tu connais ça, on peut bosser 10 heures sur un projet et on se sent toujours aussi rempli. Et comme tu dis, on n'a pas créé de burn-out parce qu'on a kiffé ce qu'on faisait et parce que c'était complètement aligné à nos valeurs. Exact. Alors que contrairement, quand on passe 5 heures dans un bureau à fixer un écran et qu'on se dit mais qu'est-ce que je fous là, ou on fait n'importe quel taf en fait, auquel on n'est pas aligné, on se dit je suis pas bien, j'ai envie de partir, je vais faire autre chose. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la quantité d'heures que tu vas passer, mais comme tu dis, c'est la qualité par rapport à tes valeurs. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Et le deuxième truc, c'est du coup, quand tu comprends le système de valeurs de ton patron, tu peux l'influencer en lui disant, OK, lui, qu'est-ce qu'il priorise? Il priorise ça. Tu lui dis, OK, moi, en fait, si je vois pas ma famille le soir, je peux pas me reposer tranquillement, et le lendemain, bah, je suis pas dans un bon état d'esprit pour travailler. Donc, et après, ça s'accumule. Après, voilà, si t'es pas bien le premier jour, bah, le deuxième, ça va être encore pire parce que tu vas être fatigué de la veille. Et après, bah, c'est l'escalade jusqu'au burn-out, en général. Jusqu'au jour où t'as tellement la boule au ventre que tu peux pas te lever de ton lit. C'est ça. Et tu remarques, c'est souvent parce que on peut s'intéresser et se questionner, mais pourquoi au début la personne n'était pas en burn-out? Et tu vois, il faut qu'elle fasse une introspection de se dire à quel moment ça a basculé et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans mon mode de vie, dans ma façon de penser, qui a fait que au final, voilà, tu vois. Ça peut être un truc tout bête. Moi, je me souviens, j'avais beaucoup travaillé dans la restauration avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, et le but de travailler dans la restauration, c'était d'avoir un salaire fixe pour pouvoir justement me permettre de vivre de ma passion
et travailler ma passion. Et il y a un moment où en fait, j'avais pris donc un taf à justement 25 heures. Donc j'avais pas beaucoup d'argent, mais ça me laissait beaucoup de temps pour justement travailler ma passion et commencer à entreprendre l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, à un moment, mon patron il m'a dit ah, tu veux pas travailler un peu plus et tout, 30 heures. Moi je me suis dit ouais, c'est vrai que ça fait un peu plus d'argent, tu vois. Donc j'ai dit ok, 30 heures. Et ensuite ah, il y a les heures sup. Ok. Et en fait j'étais du coup obnubilé par l'argent que ça m'a apporté, sans me rendre compte qu'en fait j'étais sorti justement de mon système de valeurs qui était d'avoir assez de temps pour créer mon activité. Et en fait, au bout d'un moment, c'est là où j'ai commencé à sentir du burn-out parce que c'est pas que je passais plus d'heures en fait, c'est que j'avais moins d'heures pour faire en fait ce que j'aimais. Ouais, ce qui t'animait vraiment. Ouais. C'est ça. Et donc c'est trouver le moment où ça a basculé pour réaligner en fait sur ces valeurs. Mais c'est très dur ça. C'est très très dur parce qu'en fait le burn-out c'est vraiment chaque jour en fait il s'accumule. Et en fait, c'est vraiment, il y a un jour, tu te réveilles, tu fais, merde, je suis en burn-out. C'est ça. Tu l'as pas vu venir. C'est comme, t'as un bruit sur ta voiture, tu vois, de roulement. Tu l'entends pas parce que le roulement, il est très léger, puis ça augmente, puis du coup, tu t'habitues à ce bruit. Et puis un jour, je fais, putain, mais ma voiture, elle fait un bruit chelou. Et là, tu te dis, ah ouais, non, là, il y a un problème. Mais c'est vraiment du jour au lendemain. Et c'est ça qui est difficile, c'est que, il y a plein de signes avant-coureurs qu'on attribue à de la fatigue. Par exemple, je sais pas, ah, j'ai un peu des pertes de mémoire. Ah, tiens, le matin, je me réveille, je suis pas reposé. Plein de petits trucs comme ça qu'on se dit, ça va. Pas grave, c'est de la fatigue, le week-end, les vacances vont arriver, ça va passer. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là, en fait, où il faut y penser, et pas au moment où on est déjà en burn-out, parce que à ce moment-là, c'est très compliqué. Quand t'es en burn-out, franchement, revenir en arrière, revenir dans la boîte, c'est presque impossible. C'est trop tard. Quand t'es en burn-out, c'est trop tard. C'est ça. C'est comme si t'avais une relation amoureuse qui s'était cassée, tu peux plus revenir, quoi. Faut recommencer, quoi. Non, quand t'es en burn-out, c'est que, en fait, t'es allé au-delà de tes limites, et que là, ta priorité, c'est de te reposer. Et c'est justement revenir sur le care, tu vois, en anglais, sur le soin, et refaire des choses qu'on aime, etc., reprendre du temps pour soi. Du coup, j'ai pensé à un truc aussi par rapport aux relations que tu as avec ton patron. Il y a un truc qui est super intéressant, c'est que justement, moi, donc j'avais une approche au départ très coaching de vie, très objectif, améliorer ses relations, intelligence sociale, etc. Et en fait, j'arrivais vraiment à un plafond de verre où je continuais à créer du chaos. Je continuais à créer du chaos dans mes relations. Alors que j'avais vraiment appris des compétences, etc. Je m'étais dépassé, sorti de zone de confort. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser plus au côté thérapeutique. Et en fait, j'ai vu à quel point ton passé, conditionne en fait ton futur, tu vois. Les relations de ton passé conditionnent les relations de ton futur. Et donc, des fois, tu as une relation dysfonctionnelle avec un collègue de travail ou avec ton patron, parce que en fait, dans le passé, tu as eu des relations dysfonctionnelles avec tes camarades de classe ou avec tes parents ou tes grands-parents ou de l'entourage, n'importe quoi. Et en fait, parfois, il faut revenir du coup sur le soin, c'est-à-dire en fait guérir, tu vois. Ouais, guérir si t'es arrivé pour pas que ça recommence plus tard. C'est ça. Si dans le passé, tu as créé une relation un peu toxique, pervers narcissique avec un camarade de classe, un membre de ta famille, etc., tu as intégré ce schéma de je suis obligé de me minimiser pour me faire accepter. Et en fait, c'est inconscient. Tu vas créer ça avec ton patron, avec tes collègues de travail. Et en fait, au début, donc, tu vas avoir ce comportement et forcément, ça va créer du chaos. Et toi, tu comprends pas pourquoi. Donc, parfois, si la personne voit que elle répète les mêmes schémas, soit directement, elle peut en prendre conscience et changer le truc. Et des fois, il faut revenir sur le passé et faire une thérapie. Oui, disons, voilà, si tu arrives à régler le problème assez rapidement, bon, c'est que c'était pas hyper profond, mais il y a sûrement des comportements qui doivent être imprégnés depuis bien longtemps, qu'il faut vraiment aller creuser parce que c'est difficile de dire, ok, c'est mon problème avec une relation avec mon père qui me fait être comme ça avec mon patron, tu vois, tu peux pas savoir. Donc c'est vrai que des fois, c'est bien d'aller creuser un petit peu les causes, comprendre pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Yes. Là, depuis tout à l'heure, on parle de relations qui sont a priori plus ou moins saines, c'est-à-dire on a un patron qui est normal et nous, on est normal aussi. La question que j'aimerais poser, c'est que je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais des fois, il y a des managers ou des collègues qui sont vraiment toxiques. Et quand je dis toxiques, c'est des gens vraiment, ils ont des blessures énormes, genre t'es les petits caporal-chefs qui veulent mettre leur autorité, qui sont juste là pour... Vraiment, tu sens ils ont des trucs à combler et ils te le mettent sur toi. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Comment tu fais pour gérer une relation comme ça? Alors que là, on n'est plus dans un truc où il faut se faire respecter, tu vois. C'est qu'il y a un moment donné, il y a un mec en face qui est toxique, comme un manipulateur, un pervers narcissique. Comment tu gères ça? Je dirais, c'est ne pas rentrer dans la relation, en fait. C'est-à-dire que si tu es dans ce problème-là, c'est que tu es rentré dans cette relation. Tu vois, c'est comme s'il y avait une pièce avec écrit sur la porte pervers narcissique. Toi, tu es rentré dedans, en fait. Alors peut-être tu n'avais pas vu qu'il y avait écrit pervers narcissique et tu es rentré dedans. Mais c'est ton patron. Ouais, du coup, donc, si c'est ton patron,
comment ça s'est passé? C'est-à-dire, au début, il était pas forcément comme ça avec C'est toi? souvent ça les pervers narcissiques, c'est que les mecs ils sont au début parfaits, ils sont top et tout, et c'est au fur et à mesure que tu sens, tu vois, la manipulation qui s'installe. Et du coup, c'est comme pour le symptôme du burn-out où il y a la fatigue. Mm. Il y a un comportement, il y a un moment où il a shifté. Il y a un moment où il a fait quelque chose qui était pas correct et qui était en dehors de tes limites. Et t'as laissé faire. Et t'as laissé faire. Mm. Et du coup, il a continué. Et du coup, en fait, t'es rentré dans cette relation. Donc, en gros, c'est prendre conscience que t'es dans cette relation et tout simplement en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, la prochaine fois qu'il fait un comportement dit toxique, c'est de pas rentrer dedans, tu vois. C'est par exemple, s'il fait une blague sarcastique pour te rabaisser, c'est de pas rigoler ou de le confronter là-dessus. Et en fait, moi, ça en revient là, c'est que souvent, c'est qu'il y a un truc à travailler avec toi-même. Sinon, tu serais pas rentré. La personne qui voit qu'il y a un patron comme ça, bah, change de travail, tu vois. Ouais, se met en dépression. Pour le coup, moi qui vois beaucoup de salariés qui sont dans ce mode des patrons toxiques, c'est qu'en fait, vraiment, c'est ultra progressif. Alors effectivement, peut-être qu'ils auraient pu le voir avant et tout, même si des fois, bon, c'est compliqué parce que tu vois, il y a toujours cette image en France du patron roi, on peut pas trop défier, tu vois, c'est le chef, quoi. Il faut pas aller l'embêter, sinon on va se faire virer. Et je pense qu'après, c'est pas aussi facile que de dire, tu vois, tu changes de boulot parce qu'il y a des mecs qui sont peut-être là depuis 5, 10 ans. La question, tu vois, c'est peut-être à court terme déjà comment s'en protéger. Est-ce qu'on peut faire changer un mec toxique? Est-ce qu'on peut finalement réussir à s'en protéger complètement, être hermétique et travailler avec lui? En fait, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la personne qui est toxique, c'est une dynamique qui se crée vraiment à deux. C'est-à-dire que ton patron qui est toxique, ça se trouve avec un autre collègue de travail, il est pas du tout toxique. Tu vois? Donc en gros, c'est pas lui, il est comme ça avec tout le monde, il va être comme ça avec certaines personnes particulières. Et donc en gros, c'est vraiment prendre conscience que tu as co-créé ça et changer en fait ce comportement. Tu vois? C'est vraiment ça. Et donc moi, je me souviens que quand je travaillais dans des restaurants, j'avais des patrons qui étaient vraiment en mode surtout dans ce milieu-là. Surtout dans ce milieu-là. Et moi, en fait, mon arme, c'était l'humour. En fait, moi, j'ai toujours été un peu, j'ai toujours eu un peu cette attitude rebelle, tu vois. Mais j'ai eu aussi beaucoup de moments de manque de confiance en moi où justement je me minimisais, où le patron était au-dessus, etc. Et en fait, à chaque fois, je reprenais le contrôle avec de l'humour. C'est-à-dire que si par exemple, ils m'envoyaient des pics ou ils me disaient non mais ton assiette c'est de la merde, tu vois, je rigolais dessus. Je disais ah ouais mais mon assiette c'est de la merde, les clients ils vont manger du caca, le caca c'est pas bon et tout. Et ça te touchait pas quand même parce que mine de rien ça t'affecte quand même, tu vois, même de jouer à ce jeu-là. Je disais pas toxique, que le mec est toxique. Et justement en fait ça c'est toi qui choisis que ça t'affecte. C'est-à-dire qu'en fait ça peut t'affecter mais tu peux prendre le choix de ne plus être affecté par ça. Complètement. Bah oui, parce qu'en fait, si justement tu fais ce travail de relation à toi et te dire, bah non, moi je suis très bien, c'est mon patron qui est chelou, tu vois, du coup, bah t'es juste en mode, ah, il y a le patron bizarre qui va dire des conneries, du coup, bah moi je rigole dessus, tu vois. C'est comme si, imaginons, moi j'aime bien parce que j'ai énormément bossé sur les relations humaines, tu vois, dans le coaching de rencontres. Donc si un homme, il se sent perturbé face à une femme qui lui dit quelque chose dans un processus de séduction, par exemple, si je lui dis, ok, imagine c'était ta petite cousine qui avait dit ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Bah, j'aurais rigolé, et voilà. Pourquoi, en fait? Parce que tu te sens moins attaqué personnellement. Oui, parce que tu le vois justement comme le patron qui a un pouvoir sur toi démesuré. C'est ça. Alors que si tu imagines, que c'est ton petit frère qui fait une blague, effectivement, tu vas peut-être pouvoir changer la relation. Ouais, je comprends cet exemple. En fait, le pervers narcissique, il va toucher quelque chose qui est en toi. Il va pas le créer. Une personne qui est saine dans son état d'esprit, dans sa relation avec elle-même et avec les autres, il sera jamais impacté par un pervers narcissique. Jamais. Et donc en gros, c'est vraiment essayer de le prendre comme un cadeau, de se dire, ok, en fait, de prendre conscience que j'ai co-créé cette relation-là et de dire, ok, j'ai un travail à faire sur moi-même. Et quand tu as cet état d'esprit, ça devient positif. Et du coup, au lieu de dire, oh, il y a mon patron, il va encore me dire des choses et tout, c'est dire, ok, génial, il y a mon patron, il va me confronter, je vais sortir de ma zone de confort et je vais apprendre à me faire accepter. Ok, et donc là, bon, c'est dans le cas où effectivement tu recommences une entreprise, t'as un mec qui est un peu toxique, tu poses direct tes limites. Comment tu fais si t'es déjà engagé dans cette relation? Par exemple, voilà, il y a déjà une brèche qui s'est créée, il est déjà toxique avec toi, tu le subis. Par exemple, tu vois, un exemple j'ai eu récemment, là, j'ai une personne qui m'a envoyé un mail qui me demandait comment on fait quand on est micromanagé. Micromanager, c'est genre, tu ponds un texte à ton patron, et puis il va dire, non, cette virgule, il faut pas qu'elle soit là, il faut qu'elle soit plutôt un mot plus tard. Tu vois, des choses toxiques qui vont pas être aussi visibles qu'une critique, une insulte ou une moquerie, mais quelque chose, tu vois, vraiment de incontrôlant, par exemple. Voilà. C'est un patron toxique, incontrôlant. Le mec, il va regarder chaque fait et geste que tu vas faire, chaque minute où tu pars, où tu viens et tout.
Ça, si t'es déjà dedans, comment tu fais? Est-ce que tu peux revenir en arrière et replacer petit à petit une relation plus saine? Ou est-ce que le seul moyen, comme un burn-out, c'est de partir et de dire je recommence sur une base saine? Non, en fait, je pense il peut y avoir deux solutions. Soit première solution, et je pense que c'est la plus simple, c'est de confronter cette situation. C'est-à-dire d'aller voir la personne et même pas en mode moi contre lui, mais dire ok, en fait j'ai remarqué depuis quelques temps, je me sentais pas bien vis-à-vis de notre relation, j'avais l'impression, et dire les choses concrètement, j'avais l'impression que vous étiez toujours derrière mon dos à faire ceci, cela, je vous mets pas la pierre, je vous jette pas la pierre dessus, mais voilà, moi je le vis un peu mal, j'ai ce besoin d'avoir plus d'espace, et en fait je vois que ça cause que ça a des répercussions sur mon travail, et moi je veux bien bosser, je veux pouvoir être plus productif, et donc j'ai ce besoin que vous me donnez d'espace. C'est vraiment, tu vois, c'est en fait c'est se dire ok, à quel moment prendre conscience qu'en fait t'as pas respecté tes propres besoins, et dire ok, maintenant je vais respecter mes propres besoins et les faire comprendre à l'autre personne. Voilà, il y a eu ce besoin là, comment on fait maintenant? Ouais, en fait, ça demande le courage quand même de pouvoir voilà, confronter la personne, C'est ça. lui dire clairement, peut-être de manière non agressive, pas que ça parte Ah ouais, faut pas que ça soit agressif. Comment tu conseilles de communiquer? C'est-à-dire juste de dénoncer des faits et de pas pointer la personne? Mais en fait, c'est vraiment ça qui est le plus intéressant, c'est que tant que tu es dirigé vers l'autre personne, tu peux pas y arriver. Parce que tu essayes de convaincre. Donc tu essayes de manipuler, tu essayes d'influencer. En fait, sois convaincu toi-même. Et c'est justement faire ce travail de ah ouais, mais c'est vrai que si mon patron me laissait plus d'espace, moi je me sentirais mieux. Et moi j'ai envie de me sentir bien, et je sais qu'en me sentant bien, je vais mieux travailler, donc c'est autant dans son intérêt que dans le mien. Et vraiment voir tous les bénéfices, parce que des fois, voilà, il y a cette peur de confronter. Oui, bah oui, mais normal. Mais en plus, encore une fois, le fait qu'un patron, voilà, c'est ça. Des fois, c'est lui qui nous paye, quoi. Si demain il décide de nous virer, il y a quand même une insécurité qui se crée, tu vois. C'est ça, mais il y a aussi quand même des lois qui... Certes. C'est ça. Et donc en fait, le truc, c'est ok, se dire ok, c'est quoi les bénéfices à ce que je sorte de ma zone de confort et que je le confronte. Et de vraiment voir ça, c'est quoi les bénéfices pour mon couple, pour ma famille, aller voir sur ces valeurs hautes, pour le fait de ma carrière, etc. Ouais. Et en fait, vraiment, le changement à l'extérieur, il se fait toujours quand il y a un changement à l'intérieur. C'est que quand tu te poses dans ta feuille et tu écris tous tes bénéfices, tu arrives à un moment en mode waouh, en fait, c'est vrai, il faut que je vive cette expérience. Si je le fais pas, je vais vraiment... il y aura trop de trucs négatifs par rapport à ce que je vais gagner, quoi. C'est ça. Je pense que tu connais cette métaphore où tu as deux bâtiments et tu as une planche de bois et on te dit ok, tu es à des milliers de millimètres, est-ce que tu traverses le pont? Bah non. Ok, si je mets 10 000 €, est-ce que tu traverses le pont? Ouais, non, je crois pas. Il y a trop de risques. Ok, si je mets tes enfants et il y a des flammes, ok, là j'y vais direct. Et en fait, bah, c'est un exemple extrême, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que du moment où tu vois tous les bénéfices pour toi et pour tes valeurs, il y a un shift qui se passe. Et du coup, la situation qui te paraissait dangereuse et très désagréable, elle devient en fait, au contraire, inspirante. Un truc vraiment qui peut vous permettre vraiment vous permettre d'améliorer vos relations avec les autres, c'est de se dire que en général, tout ce qu'on juge chez quelqu'un, c'est quelque chose qu'on réprime chez nous. C'est-à-dire que on est tous des êtres humains et en fait, on a tous le même cerveau. Voilà, on est tous plus ou moins les mêmes. On a une unicité, on est différents à certains aspects, mais de manière globale, on est tous les mêmes. C'est-à-dire que on est tous à la fois généreux et à la fois égoïstes selon certains moments. On est tous bienveillants, des fois malveillants. En fait, on a tous les traits de comportement humain, mais la société a mis des étiquettes sur ce qui était bien et ce qui était mal. Et ça, c'est l'exemple parfait, c'est la personne qui est trop gentille et qui va réprimer justement son égoïsme. Tu verras que dans la relation, en fait, elle va se montrer généreuse, bienveillante, généreuse. Et au bout d'un moment, en fait, elle va péter un câble et tout l'égoïsme qu'elle réprimait, elle va juste le vomir et dire avec tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant on fait ça, tu vois. Et en fait, ça montre que du coup, t'es à la fois altruiste et égoïste. Et qu'en fait, t'es tous les traits du comportement. Et qu'en général, si une personne te trigger, te déclenche, c'est que c'est quelque chose que tu juges chez toi. Tu vois. C'est-à-dire que si t'as pas de problème avec ton égoïsme, complètement, la personne en face, tu vas comprendre et tu vas gérer avec. Les choses qui nous énervent, c'est des choses qui nous touchent personnellement. Exactement. Vrai. Mais du coup, ça veut dire quoi? Si par exemple, je suis énervé par l'injustice, ça veut dire quoi? Que je suis une personne injuste ou l'inverse? C'est quoi en fait le rapport entre les deux? En fait,
tu peux aller précisément, qu'est-ce que tu trouves injuste? C'est quelle situation? Je sais pas, je vais donner un exemple. Par exemple, voilà, je travaille bien dans mon entreprise. Je suis un salarié modèle. Et en fait, mon patron, il voit pas du tout que je travaille bien et il me minimise par rapport à ça. Qu'est-ce que ça fait écho en quoi, tu vois? Ça fait écho justement à, t'es en train de juger un trait particulier de ton patron. Donc ça peut être, ok, je juge. Manque de reconnaissance. Je juge le fait qu'il manque de reconnaissance. Et du coup, tu peux te poser la question, à quel moment, toi, dans ta vie, t'as eu ce même trait envers une autre personne? À quel moment, moi, j'ai manqué de reconnaissance pour quelqu'un? Ouais. Ok. Et du coup, ça te rebascule sur un piédestal d'égalité, de se dire, ah oui, bah oui, c'est vrai que moi aussi, des fois, j'ai ce comportement. Et ensuite, tu te dis, ok, c'est quoi les bénéfices pour moi d'avoir fait ce comportement-là? Parce que si t'as eu ce comportement-là, c'est qu'il y a des raisons, tu vois. Et en voyant les bénéfices, tu peux te dire, ok, en fait, c'est se mettre à la place de l'autre, quoi. C'est se mettre à la place de l'autre. C'est pour comprendre aussi le fait que c'est pas tout noir ou blanc, c'est pas de la méchanceté, c'est aussi parce que lui, il trouve son compte d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et c'est aussi prendre conscience que à chaque fois, les comportements, tu les co-crées. Parce qu'en général, quand t'as pas donné la reconnaissance à une personne, c'est qu'il y a des trucs. Du coup, tu vas comprendre pourquoi toi, t'avais eu ce comportement. Et du coup, ça va te mettre un peu un effet miroir, tu vois. Oui, c'est vrai qu'en fait, vraiment, je persiste sur cette idée, mais les choses qui nous énervent le plus, c'est des choses qui font écho à nous, en fait. Clairement, tu vois, comme tu dis, si demain on m'attaque sur un truc où je me sens pas du tout concerné, bah ça va rien me faire. Je vais laisser couler. Alors que si je sens qu'il y a un petit peu de vérité, qu'il y a quelque chose en moi et tout, ça va tout de suite me trigger, comme tu dis. Donc c'est vrai qu'on est énervé que par des choses qui nous renvoient une image, en fait. Et donc c'est intéressant de se positionner sur ça. Ouais, et c'est intéressant de le voir positivement, du coup, de se dire, ah génial, c'est un reflet de quelque chose que je dois travailler. Parce que on est dans une société qui est un peu trop addict à justement la facilité, le soutien. Mais la vie nous donne toujours du challenge et du soutien. On a toujours les deux. Et donc en fait, si on réprime le challenge et qu'on est trop dans le soutien, bah en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se replie. Tu vois, on est trop dans la défense. Trop dans la défense, on se replie. Et du coup, en faisant ça, c'est là qu'on crée encore plus de challenge. Tu vois, le harcèlement scolaire, c'est ça. C'est des personnes qui sont addictes à la bienveillance. Souvent, la personne qui se fait harceler, c'est parce que ses parents, ils sont trop dans le fait de couver ses enfants. Et du coup, en fait, ils restent vulnérables. Mais la vie, voilà, il y aura toujours de la guerre, il y aura toujours de la confrontation. Faut avoir les deux, en fait, quoi. Faut avoir le yin et yang, quoi. C'est ça. Et c'est ça. Les deux côtés, Et tu regardes la personne qui harcèle l'autre personne, c'est une personne qu'en fait, dans sa famille, il se fait battre, il se fait martyriser. Et souvent, oui, d'ailleurs, il y a des patterns qui se répètent, hein. C'est comme tu dis, un enfant qui se fait battre a de fortes chances de battre, son compagnon plus tard, quoi. Parce que, justement, il a vécu ça, donc, il reproduit. Ouais. Tu vois, moi, du coup, j'ai fait beaucoup de boxe anglaise. Et, en fait, tu sais, quand t'apprends une pratique, une passion, un sport ou quoi, t'as un processus, tu vois, tu développes des choses et tout. Et en fait, tu vois vraiment le parallèle avec la vraie vie. Et moi, je le vois, c'est-à-dire que en boxe, quand t'es trop sur la défensive, c'est-à-dire trop la garde, trop essayer d'esquiver les coups et tout, c'est là où t'es le plus vulnérable. Et si t'es pas à l'aise avec le fait d'attaquer, bah en fait, la personne, elle prend la confiance et elle attaque encore plus. Alors que si t'es à l'aise avec le fait d'attaquer et de donner des coups... C'est vraiment une relation humaine, en fait, mais à travers le sport, quoi. Enfin, à travers des gants, quoi. C'est ça. Donc en fait, si tu vois que tu te fais trop martyriser par tes relations, c'est peut-être qu'en fait, tu as besoin de travailler justement le fait de toi aussi martyriser les autres pour créer cette égalité. Et quand je dis martyriser, au final, c'est cet égoïsme de dire... De penser à soi, se défendre. Exactement, de penser à soi. Oui, notamment pour le harcèlement scolaire, tu vois, de se défendre, en fait. De pas se laisser marcher dessus, de dire non, maintenant ça suffit, stop, je monte les dents. Parce que c'est vrai que la plupart des gens qui me suivent, tu vois, ils ont cette forme de sensibilité, mais pas dans le sens péjoratif du terme, tu vois. C'est des gens qui veulent pas créer de problème, c'est des bons soldats, en fait. Mais peut-être des fois un petit peu trop dans la sensibilité et pas assez dans, tu vois, l'assertivité. Genre voilà, je suis un mec assertif, je pose aussi, moi, mes conditions sur la table, si t'es pas content, trouve-toi quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que d'avoir ce comportement un petit peu plus dominant, sans rentrer dans la guerre d'ego, ça te permet de débloquer pas mal de choses positives dans ta vie assez facilement, en fait. C'est ça. Et tu vois, t'as besoin des deux, en fait. Complètement. Et ça, tu le découvres après un burn-out. Ouais. Ou quand tu regardes cette vidéo. Voilà. Avant de le faire. C'est ça. Donc merci Nassim pour cette vidéo. Avec plaisir. Donc voilà, mais on a un petit peu parlé des patrons, des collègues, comment se comporter. C'est super intéressant comme sujet. Si les gens veulent découvrir plus sur ce que tu fais, donc tu es thérapeute et coach de vie, comment faire pour te contacter, comment faire pour potentiellement suivre un accompagnement avec toi, je pense que tu en proposes. En fait, vous pouvez me trouver donc sur Facebook ou sur Instagram. Donc sous mon nom, c'est Nas, N-A-2-S,
tiré-du-bas, STL. Je mettrai tous les liens en description de toute Ouais, façon. Ils pourront le trouver. C'est ça. Et après, ils ont juste à m'envoyer un message privé et là, on discutera pour voir ce qu'on peut travailler ensemble. Voilà, pour tout ce qui est problématique autour du travail, surtout d'un point de vue émotionnel, voilà, tout ce dont on vient de parler, le positionnement en entreprise et tout, ça peut être super intéressant de prendre une consultation avec Nas parce qu'il va vraiment vous aider à vous comprendre personnellement, parce que là, on donne des conseils généralistes qui ne sont pas forcément adaptés à tout le monde. Exactement. Donc voilà, si vous voulez prendre une séance avec lui, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description et il vous répondra avec plaisir. Merci Nas.